Et non, ce n'était pas le dernier épisode sur la pensée statistique. Après le dernier épisode qu'on a sorti sur les stats, on a décidé d'aller un peu plus loin en détail sur le point qu'on avait pris en exemple dans le premier épisode. On avait pris comme exemple le problème de division qui avait été résolu par Blaise Pascal, mais on a laissé pas mal de questions en suspens. Alors aujourd'hui, à cause de ça, on va parler de l'histoire du problème de division, de la connaissance des stats avant le 17e siècle, et on va avoir pas mal d'autres infos intéressantes sur lesquelles on va discuter. Donc, bonne écoute. Donc, dans le fond, on réfère à l'épisode 8.1 où est-ce que on disait d'écrire la préhistoire de la statistique, si on veut. Puis on voulait surtout aborder les balbutiements ou les débuts de la théorie des probabilités qu'on attribue historiquement au 17e siècle, autour de 1650. Puis là, Elliot m'a demandé une question qui va de soi, tu sais. Mais là, les gens, ils connaissaient rien des probabilités, ils savaient pas c'était quoi un pourcentage, des choses comme ça. Puis là, je me suis un peu retrouvé, j'étais un peu pris au dépourvu, comme, j'avoue que ça n'a pas de sens dit comme ça. Donc, on va juste éclaircir ça. Donc, le problème dont Elliot a mentionné brièvement, on l'appelle souvent dans la littérature historique le division problem. Puis, grosso modo, c'est que deux joueurs jouent à un jeu, donc des gamblers. Ça peut être un jeu de dés, par exemple. Puis, il y a une série de matchs qui est initialement prévue. Mais là, on doit arrêter avant la fin. Donc, on prévoyait jouer 10 fois. Le joueur A a gagné un X nombre de parties. Le joueur B en a gagné un certain nombre. Puis, on se demande, OK, on n'est pas capable de se rendre à la fin du jeu. Comment devrait-on diviser les montants qui restent? Donc, la légende dit que Blaise Pascal a connu ce problème-là à travers un certain homme lettré qui s'appelle le Chevalier de Méré, qui était comme dans les cercles d'intellectuels à Paris. Puis que de Méré aurait rencontré ce problème-là en jouant. Donc, il jouait, puis ça lui est arrivé, puis là, il était comme « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? » Je vais demander à Blaise Pascal. Puis là, la légende continue, dit que Pascal a fondé la théorie des probabilités pour résoudre ce problème-là. C'est un peu l'histoire qu'on raconte parfois, peut-être avec moins de détails, dans les manuels de probabilité. Il y a comme des fois, il y a comme des encadrés historiques là, avec un background saumon ou un background vert pâle. Genre. Puis on raconte ça. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a des parties vraies, des parties fausses. Donc, ce qui est vrai, c'est que Chevalier de Méré existe. Il parlait avec Pascal. Puis, c'est vrai qu'il a demandé à Pascal de résoudre ce problème-là. Par contre, c'est très peu probable que ça soit à travers son expérience de gambling qu'il a rencontré ce problème-là. Puis, en fait, c'est que j'ai lu un article de Øystein Orr. Bon, je connais pas vraiment cet homme-là, mais je sais que c'est un mathématicien qu'en fin de carrière, il a fait un peu de recherche historique. Puis lui, il a trouvé que ce problème-là existait déjà dans plusieurs textes mathématiques. Et donc, c'est pas Chevalier de Méré qui a comme inventé ça. La plus vieille référence que M. Orr a trouvée, c'est en 1494. OK, fait que c'est un problème. Le problème initial, là, c'est un peu comme dans la légende, c'est un problème qui s'appelle longtemps qu'on essaie de résoudre. C'est ça. À cette époque-là. Donc, lui, il l'a trouvé dans un texte de 1494 d'un certain Italien qui s'appelle Fra Luca Paciuo. Désolé pour mon italien. Mais il a trouvé dans des manuscrits donc le même problème dans des textes aussi anciens que 1380. Donc là, ça commence à être pas mal loin de Pascal. Puis, selon lui, il y a des bonnes raisons de penser que probablement que c'était un problème déjà connu depuis longtemps dans le monde arabe. Parce que dans les textes arabes du Moyen-Âge, il y a beaucoup de problèmes du genre. Mais lui, il n'a pas retrouvé explicitement ce problème-là, mais il dit peut-être qu'on pourrait le retrouver. Puis le problème, c'était peut-être pas dans c'était pas exactement le même, l'affaire des dés, mais théoriquement, c'était... Non, c'était vraiment exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. OK. Puis, je sais pas si c'était un jeu de dés à proprement parler. Mais c'était un jeu d'hasard, qui se finit trop rapidement, exact. Il y a des parties qui restent, puis comment on divise l'argent. OK. Puis tout ça, ça a du sens parce que
on sait que la Renaissance, du moins d'un point de vue mathématique en Italie, c'était en grande partie à cause que les mathématiciens ont mis la main sur plein de textes arabes au 14e siècle environ. OK. Donc, ça fit avec l'histoire générale de l'Europe. Bon, maintenant, qu'est-ce que les gens connaissaient des probabilités à l'époque? Surtout les mathématiciens. On dit souvent qu'avant Blaise Pascal, c'était quasi inexistant, la théorie de la probabilité. Par contre, j'ai aussi dit dans l'épisode 8.1 qu'en France, les jeux d'hasard étaient très populaires. Puis là, c'est là qu'Eliott me dit « OK, mais est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un certain pourcentage de chances de gagner? Ce qui suggère qu'ils ont une idée de c'est quoi une probabilité, etc. » OK? Puis en effet, c'était un très bon point d'Eliott parce que c'est vrai que quand on y pense, c'est un peu absurde que si tout le monde joue à des jeux de dés, qu'il n'y ait pas au moins une idée primitive de base de comme c'est quoi leur chance de gagner. C'est ça, ouais. Okay? Puis en effet, Eliott avait raison. Les gens qui jouaient avaient une certaine idée. Puis on peut encore se référer à Orr, donc dans le même essai. Il dit que il va citer par exemple Cardano, qui est un mathématicien italien très connu qui a fait plein de choses. Mais en 1525, il a établi des règles de calcul pour résoudre ce qu'on appelle le dice problem. Le dice problem, c'est par exemple si je te dis on va lancer 2 dés, combien de fois qu'il faut que je les lance pour que ma probabilité d'avoir 2-6 soit une demi ou plus. OK. Donc ça, c'est un problème connu. C'est quand même non trivial. C'est pas un problème qui est, je dirais, qui est facile à résoudre. À l'époque, les meilleurs mathématiciens se posaient cette question-là. Puis la réponse, par exemple, pour 2D, c'est 25 lancés. Si je te donne 25 lancés, tu as plus qu'une chance sur 2 d'avoir un double 6. OK. Puis pour calculer ça, il faut que tu calcules chacune des... Ouais, c'est un calcul relativement simple si tu sais comment le faire. Là. Si tu connais les probabilités. Par exemple... Ben, même sans connaître les probabilités, tu peux juste layout toutes. Ouais, mais là, si tu layout toutes les options, ça va être... Parce que... non, t'as raison. Donc, t'es mieux... Il faut que tu utilises un peu de probabilité, mais tu sais, c'est rien de sophistiqué. Ouais. Donc, par exemple... selon mon opinion, là, un bon étudiant qui suit un cours de probabilité à l'université en première année, il serait capable de résoudre ça. Ça serait comme peut-être une bonne question dans un examen. Genre. Il serait capable de le résoudre. Ça ne m'étonnerait pas que plusieurs étudiants ne le résoudent pas sur le coup. Donc, juste pour donner une idée de la difficulté. Quand tu as les bons outils, c'est pas excessivement difficile, mais c'est pas non plus comme ça tombe comme ça, claquement de doigts. Okay? Une autre preuve que les gens avaient une certaine conception des probabilités, c'est encore Orr qui relève que Galilée, 50 ans avant Pascal, il avait construit une table pour tous les résultats possibles des lancers de 3D. Donc, il y a 216 résultats possibles. Il avait construit la table et tout ça. Donc, moi, je me souviens, par exemple, que dans mon examen intra de probabilité, il fallait que je construise cette table-là pour 2D puis je réponde à des questions. Okay? Donc, c'est pas des choses qui sont comme triviales. Là. C'était quand même une certaine sophistication déjà. Okay? Puis Pascal aussi, il mentionne dans sa correspondance que le problème, le dice problem, donc calculer combien de lancers je dois donner à un joueur pour qu'il ait une probabilité plus grande qu'une demi de réussir un certain truc. Pascal dit que lui, il sait comment résoudre ça. Fermat sait comment le résoudre. Le chevalier de Méry sait comment le résoudre. Robert Val. Donc, la plupart des gens qui s'intéressent aux mathématiques en France à cette époque-là, ils sont capables de résoudre ce problème-là. Le problème du dé. Okay? Donc, ça suggère qu'ils avaient comme une certaine base de probabilité relativement sophistiquée. Okay? Ouais. Rien comme ce qui est venu après, mais ils étaient capables de faire des calculs élémentaires. Ouais. Bon. Maintenant, revenons au division problem, le problème des gamblers.
Il y a une correspondance célèbre entre Pascal et Fermat. Je pense que c'est comme 7 lettres là, qui sont vraiment célèbres chez les historiens des maths et tout ça. Puis dans les deux, pour résoudre le problème, ils utilisent l'idée comme quoi le montant dû au joueur A est égal au montant qu'il peut gagner multiplié par la probabilité qu'il le gagne. Ouais. Okay? Ouais. Puis ça s'appelle aujourd'hui l'espérance. C'est comme ça que tu calcules l'espérance. Okay. Donc, ils avaient une notion primitive de l'espérance, puis c'est ça qu'ils utilisent pour résoudre le problème du division, qui avait échappé aux autres jusqu'à ce point-là. Comme le problème était connu, mais Cardano, puis il y en a un autre, Tartaglia, qui sont des mathématiciens italiens de la Renaissance, eux, ils ont fait des solutions qui ne marchaient pas. Okay. Puis je pense que c'est Cardano ou Tartaglia, je m'excuse, je ne l'ai pas noté, mais un des deux avait écrit dans son texte qu'il n'y avait pas une bonne réponse mathématique, que genre ça allait toujours être sujet d'opinion, puis que ça allait plus relever d'une question de droit, comme au sens légal, qui a droit à de l'argent. Okay. Donc, ce qui suggère que jusqu'à Pascal, c'est un problème difficile. Parce qu'eux, ils se pensaient, dans le fond, il n'y a pas de résultat exact. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une innovation importante en France à l'époque, chez Pascal et Fermat, entre autres. Ouais. Fait que dans le fond, mettons, la manière que c'est divisé, c'est genre, mettons que le montant gagné au total, c'est 20 $. Là où ce que les gens étaient rendus dans la partie, tes chances de gagner, c'est ça. s'ils sont de 40, ben, tu gagnes 40% du 20, puis 60%, tu gagnes exact. 60% du... Exact. Qu'est-ce qui est relativement simple pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose d'innovant. Un peu la complexité du truc, c'est que, mettons, à la base, les deux ont 50-50, I guess. Mais c'est qu'il y a des games qui avaient été joués avant. C'est ça. Fait que là, la probabilité, premièrement, il faut connaître la probabilité. C'est ça. Qui a la plus grosse probabilité. C'est ça, il faut la compter, la probabilité. Puis c'est justement, c'est ça qui est non trivial. D'un point de vue mathématique, on n'avait pas encore les outils pour faire ce genre de comptage-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui des outils de combinatoire. Okay? Donc, compter des trucs comme ça, on appelle ça de la combinatoire. Puis, Pascal et Fermat utilisaient tous les deux des outils de combinatoire pour résoudre ce problème-là. Puis la combinatoire, c'était pas très développé encore à l'époque. Petite parenthèse de même, c'est random, mais tu te rappelles-tu quand je t'ai envoyé un message puis je t'ai dit « Hey, c'est quoi les chances qu'il y ait 6 fois le même... » Puis finalement, c'était un problème pas mal plus compliqué qu'on pensait, parce que c'est juste long, en fait, à faire. Ça a quand même un lien avec ça, là, mais est-ce que c'est des outils combinatoires qu'il faudrait utiliser pour... Oui, sauf que c'était... OK. C'était quoi déjà exactement? On pourrait juste le dire pour ceux qui écoutent. Là. Ouais, non, c'est là. Dans le fond, c'était... parce que j'en revenais d'une partie de quelque chose, c'était un jeu de Yahtzee, mais genre modifié, là, avec des cartes puis tout. Puis dans le fond, t'as comme 6 dés, puis faut que tu fasses un choix entre la probabilité d'une chose puis la probabilité que t'as tes 6 dés qui tombent sur une face. Puis c'est des dés à 6 faces. Okay. Que tes 6 dés soient sur la même face. Ouais, c'est ça. Pratiquement impossible. C'est ça, il n'y en a pas une grande chance, mais là, je voulais savoir c'était quoi la probabilité exacte, tu sais. Puis dans le fond, c'était... Non, mais c'était plus compliqué que ça. Parce qu'il y avait comme une suite d'événements. C'est ça qui rendait ça difficile. Parce que la probabilité d'avoir comme 6-1, c'est facile. C'est 1 à la 6. Oui, c'est vrai. En fait, c'est que tu avais le droit de rebrasser des dés. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Dans le fond, je me souviens, c'est que tu roules 6 dés. Là, mettons que tu as 3-1. Tu prends les 3 autres dés. Tu les reroules. Tu peux le faire un nombre. Il y avait un nombre. Tu as comme 3 ou 4 chances. C'est ça. Puis tu essaies d'avoir 6 pareil. Exactement. Oui. Puis tu m'avais demandé de calculer c'est quoi la probabilité que tu réussisses. Puis ce qui rend le problème difficile, c'est qu'il y a une séquence. Okay? Parce que là, il y a comme plein de possibilités. Tu sais, ton premier lancer, si tu as juste 2, tu peux 1, en choisir 2, tu peux en choisir 3. Ça change la deuxième. Ouais, c'est ça. Oui. Dans le fond, c'est que j'avais trouvé... Il y a un élément de combinatoire, mais j'avais aussi utilisé des méthodes qu'on appelle stochastiques, qui sont essentiellement les mathématiques qui permettent de modéliser des phénomènes probabilistes qui évoluent selon des étapes. Et donc, par exemple, là, il y avait 3 étapes. C'est comme il y a 3 variables aléatoires que tu dois comme, tenir en compte dans le temps. Tu as X1, X2, X3, par exemple. Puis là, chacune a comme une distribution qui dépend de celle d'avant. Puis là,
bon, ça sonne très compliqué, mais j'avais comme compris comment le résoudre, j'avais trouvé la façon. Puis là, il fallait juste que je fasse les calculs, il fallait que je multiplie des matrices puis tout. Puis j'étais comme, ça me tente pas. C'est ça, moi, j'étais satisfait d'avoir trouvé comment. Ben, je trouvais ça drôle parce que moi, ce que je voulais, c'est juste le chiffre. Toi, t'avais dit, hey, by the way, j'ai trouvé la méthode, mais rendu là, ça me tente plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais c'est bon que tu apportes ça parce que, bon, j'anticipe un peu, là, mais. Ok, gardons ça en tête, puis quand je vais arriver dans mon histoire, on en reparlera. Ok, pour revenir à notre histoire. Donc, Pascal et Fermat avaient utilisé des méthodes combinatoires qui étaient en développement à cette époque-là. Et c'était comme des maths qui étaient en train de développer. Pascal, il est célèbre pour avoir publié un traité qui s'appelle le triangle arithmétique, où il expose le triangle qu'on appelle le triangle de Pascal, qui est... bon, on l'appelle le triangle de Pascal, mais c'était connu, je pense que même comme dans la Chine antique, là, il y a des manuscrits où on retrouve ce triangle-là. Mais ce qui était nouveau, c'est que Pascal avait compris le lien entre ce triangle-là et la combinatoire. Okay? Donc, le triangle, essentiellement, bon, là, c'est dur à expliquer parce que c'est très visuel, là, mais la pointe, le sommet du triangle, c'est un 1. En dessous, c'est 2, 1. Puis là, après ça, pour calculer le prochain, tu additionnes les 2 qui sont par-dessus. Okay. Puis tu construis un triangle comme ça. Oh, parce que si vous voulez aller sur Google, écrivez triangle de Pascal. Puis Puis Pascal avait compris que ça avait un lien avec les coefficients binomiaux qui sont quelque chose d'important pour faire de la combinatoire. OK. Puis il avait utilisé ça pour résoudre le problème. Donc, juste quelques petits mots sur la combinatoire aujourd'hui. C'est encore un domaine de recherche actif. Les problèmes sont rendus beaucoup plus sophistiqués que comme calculer des coefficients binomiaux puis ce que Pascal faisait. Mais c'est juste pour donner une idée de la difficulté du domaine. J'avais suivi un cours à la maîtrise que j'ai abandonné parce que... Puis as-tu un exemple aujourd'hui de trucs qui... tout ce qui est, par exemple, des réseaux. Okay? Donc, par exemple, on pourrait passer à comme des réseaux Internet. Des ordis vont se connecter à des serveurs qui vont être connectés à d'autres serveurs. Ça crée un réseau. On peut modéliser ça avec ce qu'on appelle un graphe. Puis là, on peut se poser plein de questions sur ça qui vont être de nature combinatoire. Du genre, est-ce que ça se peut que... Qu'est-ce qui arrive si... combien de serveurs qu'il faudrait qu'ils pètent pour qu'on puisse plus se connecter, avoir de communication. Des choses comme ça. OK, ouais, je comprends. Donc, il y a un côté très mathématique. Puis dans les réseaux, ça devient... C'est ça. C'est tellement général comme concept. Ça devient tangled assez rapidement. C'est ça. Donc, il y a plein d'applications à la combinatoire qu'on appelle aujourd'hui la théorie des graphes, mais il y a aussi une branche qui est comme purement pour le plaisir mathématique. Il y a évidemment. On se donne des problèmes. Il y a toujours une partie... il y a des problèmes, ils appellent ça des colorations de graphes. Donc, si j'ai comme 2 couleurs, est-ce que je peux avoir telle configuration si je colore les trucs sur mon graphe? Hey man, ok. C'est que ça n'a pas de l'air nice faire ça. Mais c'est super utile dans plein d'applications. Là, mais ouais, je suis sûr, mais oui, moi aussi, c'était pas ma branche préférée. Comme au début, je pensais que j'allais trouver ça cool, mais je me suis rendu compte c'était pas pour moi. Là, j'ai abandonné. Mais sinon, il y a un autre type de problème que je voulais mentionner. Là, j'ai un blanc. Il y a les colorations. En tout cas, il y a plein de questions que tu peux te poser. Puis c'est une branche très active aujourd'hui. Donc, la prochaine phase de l'histoire, c'est que 3 ans après la correspondance de Pascal et Fermat, et donc ils se sont échangés des lettres, je pense, comme sur quelques mois. Là. Puis c'est tout. Il y a un autre mathématicien, en fait, c'est juste un homme de science, là, qui n'a pas juste fait des maths, qui s'appelle Christian Huygens. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est un Hollandais. Puis il est un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est un grand savant de la révolution scientifique. Je sais par exemple que comme Newton le considérait comme son égal ou peut-être même meilleur que lui. Il a contribué énormément à la théorie de la lumière à l'époque. En tout cas, il a fait plein de choses. Puis lui, il a aussi résolu le division problem. Il a aussi trouvé une solution. Il a résolu le division problem.
Il est venu à Paris. Mais en même comme sans parler à Pascal. C'est ça. Au même temps. C'est ça. Il l'a résolu par lui-même. Ok. Puis lui aussi, il passe par la notion d'espérance. Sauf que lui, il le fait un peu différemment. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié ce qu'on considère comme le premier manuel de probabilité moderne. Bon, je l'ai lu. Bon, on dit manuel, mais c'est comme 10 pages. Ok. Puis dans le fond, Un pamphlet. Ouais, c'est ça, un genre de pamphlet probabilité. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était une discipline orale, genre ici? Il n'y avait pas comme... C'est ça, c'était comme plus des jeux. C'était pas il n'y avait pas formel, comme un intérêt d'un point de vue, OK, on va faire un traité Ouais, là-dessus. ok, je comprends. C'est Ouais, comme, ouais. ça va être dans des livres de maths. Il y avait Ça. des problèmes à gauche, à droite, mais c'était pas comme systématique comme lui a fait. Puis là, c'est vraiment, dans le fond, il invente vraiment, il solidifie la notion d'espérance là-dedans. Okay? Essentiellement, tout son traité, c'est la notion d'espérance. Okay? Comme il va commencer avec un axiome. Qu'on n'appelait pas la notion d'espérance dans ce temps. Ben, c'est lui le premier à appeler ça expectation. Ah, ok. Okay? Ah. Donc, bon. Au début, je pensais vous expliquer comment il fait la preuve, mais c'est vraiment bizarre. Là. Dans le fond, il pose un axiome qui est comme... qui semble être la définition de l'espérance. Puis là, il utilise ça pour prouver que l'espérance, c'est vrai. Dans un cas simple, à 2 personnes. Là, il va dans un cas à 3 personnes. Puis là, il montre qu'en général, ça marche. Puis tout ça. Okay, mais on va pas rentrer. Lui, il l'a prouvé avec... Ben, c'est ça. Aujourd'hui, l'espérance, c'est une définition qu'on donne. Mais lui, il sentait le besoin de le prouver. Fait qu'il y a comme... Parce que Pascal, lui, il l'a pas prouvé. Il a juste dit, utilisez ça, ça va résoudre. C'est ça. Il a pas prouvé que c'était comme... Ben, tu sais, aujourd'hui, on prouve pas que l'espérance, c'est bon. On fait juste dire, voici la définition de l'espérance. Oui, non, je comprends. Qui est utile Pascal dans certaines... Voici ce que ça fait, Ouais. voici ce que ça veut dire. Ouais. Mais lui, il l'a comme prouvé, mais c'est bizarre comment il l'a fait, donc j'ai comme... Donc c'était peut-être pas une preuve tant que ça, c'était... Ben, c'est une preuve, mais il part d'un axiome qui est comme... qui contient... C'est comme, quand je lis dans le fond, son axiome, il donne une phrase qui est comme illisible, même le « or », puis d'autres historiens disent comme on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase-là. Mais là, il donne un exemple. Puis l'exemple, tu comprends très bien. Il dit si par exemple, quelqu'un met 7$ dans une main, 3$ dans l'autre main, puis il me donne le choix, ça revient à la même chose que s'il me donnait 5$. Puis c'est vraiment comme il calcule l'espérance. Oui. Mais ça, c'est comme son action. Mais il a mis la preuve dans son action. Genre, il a mis l'action qui ressemble beaucoup à sa preuve. C'est bizarre. Puis là, il fait une preuve bizarre où est-ce que comme il invente un jeu de loterie qui fait en sorte que le montant que tu gagnes, ça va toujours être l'espérance pour prouver que c'est comme vraiment la bonne façon de le faire. Okay. Bref. Okay. C'est un peu bizarre, là. Mais après ça, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il a écrit à Pascal puis Fermat, il a dit j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit c'est bon, on a les mêmes résultats que toi. Fermat lui a dit, si je me souviens bien, Fermat lui a renvoyé 2 problèmes. Il a dit essaie de résoudre ça. Puis il a pris 2 problèmes ailleurs. Bref, je me souviens plus exactement, là, mais il a mis 5 problèmes à la fin de son traité qui sont venus, je pense, de d'autres mathématiciens. Puis le 5e problème, c'est comme le problème le plus difficile, puis c'est le problème de la ruine du joueur, qui est comme, OK, c'est quoi la probabilité que s'il joue à ce jeu-là avec telle stratégie, que le joueur se ruine? Puis c'est la première instance de ce qu'on appelle la théorie de la ruine, qui est comme une branche des probabilités, qui est très utilisée, par exemple, en assurance, comme c'est quoi la probabilité que l'assureur se ruine, genre, puis qui est un problème très important parce qu'on veut pas que l'assureur se ruine. Là. Donc là, aujourd'hui, c'est super sophistiqué, mais aujourd'hui, on inclut ça dans les branches de ce qu'on appelle les processus stochastiques. Donc, qui sont les phénomènes qui évoluent aléatoires, qui évoluent dans le temps. Dans un même exemple. C'est ça. Donc, par exemple, ton problème de Yahtzee avec les dés, j'ai dit que comme j'avais utilisé des méthodes stochastiques pour le résoudre. Mais c'est ça qu'on veut dire. Là. Donc, c'est comme... Il y a une chaîne d'événements aléatoires. Nous éprouvons un problème technique. Nous serons avec vous d'ici peu. Merci de votre compréhension. Bon, je sais pas comment ça va flow dans le truc, mais en tout cas, on utilise des méthodes qu'on appelle stochastiques, qui sont un peu analogues à ton problème de dés, là, où est-ce qu'il y a comme une suite d'événements aléatoires que je dois
comprendre dans l'ensemble où est-ce qu'il y a comme des interdépendances dans le temps. Puis aujourd'hui, comme à l'université, c'est un cours de 2e année. J'imagine que c'est comme un peu considéré comme des genres de breach dans la continuité du truc, genre. Je sais pas comme... Parce que, tu sais, mettons, dans l'exemple des 3D, OK, où j'ai 3 relancés, mais tu sais, la première fois que je reprends des trucs, ça comme on dirait que ça relance un tout autre. C'est une nouvelle variable aléatoire. C'est ça. Qui dépend, les paramètres qui la décrivent dépendent de ce qui est arrivé avant. Parce que si j'en ai pris 4, c'est ça, exact. Ou si j'en ai pris 3, c'est ça. Okay. C'est ça. Puis tu peux faire des processus discrets, comme ça. Donc, il y a comme première étape, 2e étape, 3e étape. Puis là, ce qu'on va faire en maths, on va étudier, OK, est-ce qu'il y a comme à l'infini, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'il y a des états auxquels on va jamais revenir? Est-ce qu'il y a des états qu'on va revenir une infinité de fois? Tu sais, il y a comme toutes des questions comme ça. Puis tu peux faire des processus continus qu'on va beaucoup utiliser pour modéliser, par exemple, des actions à la bourse. Donc, on va considérer qu'à chaque moment, l'action évolue aléatoirement selon une certaine distribution. Ouais. Puis on va utiliser ça pour faire des modèles financiers, des trucs comme ça. Okay. Mais le premier, en tout cas, de ce que j'ai compris, la première instance d'un problème du genre, c'est dans le traité de Huygens. Donc, c'est le 5e problème, où est-ce qu'on parle de la ruine du joueur. Puis, c'est ça. Donc, si jamais ça vous tente, le texte de Huygens... il est facile à trouver sur Internet. Là. Si vous voulez voir de quoi ça avait l'air, des probabilités de l'époque, vous allez voir que c'est bizarre. Puis, il n'utilise jamais la notion de probabilité en termes de pourcentage. Ça, c'est un petit détail qui est quand même important. Il parle toujours de odds. Donc, plutôt que de dire j'ai 3 chances sur 4 de gagner, je vais dire mes odds sont 3 pour 1. Donc, moi, j'ai 3 chances, toi, tu as une chance. Ben, habituellement, c'est pas 2 sur 1. Il le calcule pas de même, hein? Non. Genre, moi, j'ai 2 chances, toi, t'en as une. Ben, ça serait 2 tiers. Si mes odds sont 2 pour 1, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de chances que toi. C'est quand même weird. Ouais, non. Puis comme Las Vegas, là, quand tu bets sur des sports, ils utilisent des odds. Ce qui est weird parce que ça change comme... C'est juste une autre notification complète. On dirait que t'ajoutes 1 au... Ouais. T'ajoutes 1 au truc, genre. Ben, c'est que mettons 2 pour 1. Pour calculer en termes de probabilité, il faut que tu fasses 2 sur 2 plus 1. Ouais, ben c'est ça, t'ajoutes ou 1 sur 2 plus 1. Puis, par exemple, si je dis mes odds sont 7 à 3, 7 pour 3, mais là, ça veut dire que ma chance de gagner, c'est 7 sur 7 plus 3. Donc, c'est 7 sur 10. J'ai 70% de chance de gagner. Faut que tu calcules le truc au complet. Puis, OK. Mais comme on n'utilise pas ça beaucoup en probabilité parce que c'est comme moins clair, mais dans plein de domaines comme la biostatistique, l'épidémiologie, on va souvent prendre des odds pour parler de comme l'effet de de certains traitements ou des choses comme ça. Donc c'est un concept qui existe encore, là, qui est juste plus approprié dans d'autres branches. Ouais, puis aux States. Dans le gambling. Ouais. Dans le gambling, c'est tout en odds. OK. Alors c'est tout. Merci. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.